se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit cette fois de la deuxième partie de mon bilan du mois de la fantaisie 2022 qui avait lieu en mai et qui est organisé par Steph de Piketty Bookin. Alors avant de commencer cette deuxième partie, vous avez peut-être remarqué une différence de qualité sur la vidéo. Je verrai bien quand je monterai. J'ai changé de téléphone portable, donc il est possible pour un plus récent et j'ai l'impression que ça va améliorer un petit peu la qualité des vidéos. Pour cette deuxième partie de challenge, eh bien, elle est loupée. Voilà, c'est un challenge que je n'ai pas réussi parce que j'avais combien de livres? J'avais 12 livres, il y avait 4 catégories avec 3 livres et je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai le bilan, le template sous les yeux. Les Brumes de Cendre Lune, le tome 2 dans la catégorie R, je ne l'ai pas lu. Il m'est complètement sorti de la tête et c'est involontaire hein, en plus. Parce que je l'ai oublié en fait, littéralement je l'ai oublié. Et il y a aussi le fait que je m'étais mis 2 tomes de la saga Throne of Glass en VO, Kéléana en français, le tome 4 et le tome 5. Clairement, le tome 5, je ne l'ai pas lu non plus pendant le mois de la fantaisie, c'est de l'anglais. Déjà, un livre par mois en anglais, c'est déjà pas mal. Je ne vois pas comment j'aurais mis 2 briques à peu près comme ça grosses en VO pour un seul mois. J'ai pas bien compris pourquoi j'ai fait cette bêtise, mais c'est pas grave, j'ai quand même lu 10 livres du coup pendant ce challenge. On va tout de suite donc commencer avec le premier avis qui est donc Throne of Glass, le tome 4 de Sarah J. Maas, Queen of Shadow qui est donc Kéléana en français, la saga Kéléana. Je ne sais plus comment ils l'ont traduit le titre. Moi je l'ai lu en anglais comme vous le savez peut-être ou non avec ma copine Amélie. D'ailleurs on les a finis, hein. On a fini octobre ou novembre, je ne sais plus, avec le tome 7. Et c'était dans le menu Terre, dans la sous-catégorie Petit Peuple. Pour fées et lutins, oui, bon, d'accord. Mais fées, pour moi, les faées, petits peuples. Ouais, fées et lutins, non, c'est vrai que les faées, c'est pas vraiment des petits peuples, mais il y a des petits peuples un petit peu dans la saga. C'est très léger, mais il y en a un tout petit peu. Il y en a par exemple dans le tome 7. Et il me semble bien qu'à d'autres moments, Kéléana voit des êtres du petit peuple. C'est des petites touches subtiles par-ci, par-là. Est-ce que j'ai besoin vraiment de parler de Throne of Glass, dit Kéléana en VF, de Sarah J. Maas? Je crois que j'en parle beaucoup sur la chaîne, on en entend parler partout. Kéléana, dans le tome 1, c'est une très jeune assassin, la plus jeune de sa génération, et la meilleure. Malheureusement, quand on la découvre dans le tome 1, elle est en prison, dans les mines d'Andovier. Le roi d'Aldaran l'a fait faire prisonnière au lieu de la tuer, parce qu'elle s'est fait trahir par quelqu'un autour d'elle, mais on ne sait pas qui. Cette personne l'a vendue au roi d'Aldaran. Elle croit au début du tome 1, au tout début, que Shaol, le chef de la garde, vient la chercher afin peut-être, après une année de supplice, de l'assassiner, quoi, de la faire tuer. Mais non, il la conduit auprès du prince Dorian, le fils du roi d'Aldaran, qui lui explique que son père, le roi, a décidé d'organiser un tournoi sur plusieurs semaines, même plusieurs mois. Et les nobles de la cour ont le droit chacun à un champion, on va dire ça comme ça, dans les mercenaires, les voleurs, bref, toutes les racailles du continent. Chacun de ces nobles a le droit à son mercenaire et Dorian a décidé qu'il avait envie de choisir la plus grande des assassins, Kéléana. C'est aussi un peu pour faire son père, parce qu'il ne s'entend pas très bien avec son père, comme on découvre très vite. Si ce tournoi va se dérouler sur plusieurs semaines, ils s'affronteront les uns et les autres, et au final, il y aura un seul vainqueur, et ce vainqueur sera le champion du roi. Un titre honorifique, hein, pour ne pas dire qu'en fait, ça va être la personne qui fera le sale travail du roi, c'est-à-dire que oh, ce prince m'énerve, je ne l'aime pas, il va contre mes projets. Mon champion, tu vas le tuer en douce, tu m'amènes sa tête ou tu m'amènes la bague qu'il portait au doigt, etc. Donc Kéléana, elle y voit là une option parce que le gagnant, parce que déjà la compétition dure plusieurs semaines, mois, et donc elle va pouvoir partir des mines d'Andovier, être bien traitée, entre guillemets. Elle va être bien traitée, oui, en tant que championne de Dorian, elle va être bien traitée. Et en plus de ça, si elle gagne, elle aura à faire un certain nombre de rondes d'années en tant que championne du roi, un certain nombre d'années à faire ses sales besaces, et une fois que ce sera fait, le roi a proclamé que son champion serait lavé de tous les larcins qu'il a fait dans le passé, son nom serait lavé,
Et pour Keleana, qui a passé une année en prison, elle ne rêve que d'une chose, c'est de sa liberté, de tout pouvoir recommencer à zéro et oublier tout ça, oublier le fait qu'elle était une grande assassin pour une guilde d'assassins quelque part, hein, c'est ça la guilde d'Aérobine. Enfin bref, elle accepte. Le tome 1, ça va être ça va être le tournoi, mais au fil de l'histoire, on découvre que même si la magie est maintenant interdite dans le royaume parce que le roi d'Aldaran l'a fait interdire et a créé un dispositif anti-magie, qu'il a liquidé la moitié des failles de Terrasson, eh bien, on se rend compte qu'il y a quand même une forme de magie noire au sein du château qui va tuer un petit peu certains des concurrents de Keleana, mais en douce, en dehors du terrain, ce qui n'est pas vraiment légal. Les jeux veulent que ce soit fait durant les jeux, hein, soit tué, soit éliminé. Et Keleana va se retrouver un petit peu à enquêter, un petit peu avec l'aide de Shaol quand même. En même temps, elle va se rapprocher de Dorian de Shaol, donc le prince Dorian, et Shaol, le chef de la garde. Ça, c'est pour le tome 1. Après, sur le tome 2, et les prochains tomes, je ne peux pas trop vous en dire, c'était suite de saga, mais on part un petit peu sur totalement autre chose. Et plus on avance dans les tomes de cette saga, et plus je l'apprécie beaucoup. Dès le tome 3, c'est pratiquement des coups de cœur. Je crois que ce tome 4 a été un coup de cœur, le 5, ça a été un coup de cœur, le 7, ça a été un coup de cœur. Franchement, c'est une saga, on sentait que, peut-être que dans le premier, on sentait que c'était le premier livre vraiment que Sarajima s'écrivait, et qu'elle était encore très jeune. C'est vrai d'ailleurs qu'il y avait un triangle amoureux avec Dorian, Shaol et Keleana, je ne vous le cache pas, c'est vraiment un mystère. Hein. Dans le tome 1 et un petit peu dans le tome 2, on le ressentait encore. Mais petit à petit, elle s'est éloignée de ça. Elle a introduit des nouvelles races. Dès le tome 3, il y a les sorcières, il y a vraiment les failles qui entrent en jeu. On a d'autres créatures maléfiques dont je ne veux pas trop vous en dire. On a bien sûr des humains, on a des dragons, enfin c'est des vivrines, mais moi je dis que c'est des dragons, c'est du pareil au même. Donc vous voyez, on a vraiment un univers riche. Et dès le tome 3, elle nous introduit aussi de nouveaux personnages. Et c'est encore une fois le cas dans ce tome 4. Si je me rappelle bien, dans le tome 3, c'est vrai que les deux premiers tomes, on a que Shaol, Dorian, Keleana. Dans le tome 3, on a Aedon, on a aussi Manon Blackbeak, Manon, un de mes personnages préférés. On a Rohan, bien sûr. Et là, si je me souviens bien, parce que je l'ai lu donc en mai, hein, ça fait quand même un bail. Entre deux, j'ai lu un petit peu le restant de la saga. Donc si je ne me mélange pas les pinceaux, dans ce tome-ci, on rencontre aussi Nasrin. On apprend un peu mieux à la connaître, qui est une amie de Shaol. On apprend à mieux connaître la seconde de Manon, qui est Astérine, personnage que j'aime beaucoup. On apprend à connaître aussi Eldi, aussi un petit peu Lorcan, hein, si je me souviens bien, déjà dans ce tome 4. Et il me semble que Fendir et Gavriel, je ne sais jamais si Fendris et Gavriel, il me semble qu'on les voit aussi plus là-dedans. On les a rencontrés dans le tome 3, mais il me semble qu'ils me prennent déjà un petit peu d'ampleur dans ce tome. Alors c'est vrai que pour certaines personnes, j'ai vu ou entendu des gens dire qu'il y avait trop de points de vue. Parce que c'est vrai que là, comme je suis en train de vous dire, hein, vous voyez, ça augmente. De tome en tome, ça augmente. Mais moi, personnellement, ben, j'apprécie qu'on ait plein de points de vue différents. Certaines de ces personnages sont des humains, d'autres sont des sorciers, sorcières. Il y a les dragons, comme je vous ai dit, il y a les faées. Donc moi, je trouve ça bien qu'il y ait toutes ces races et tous ces personnages et plein de points de vue différents. C'est sa force à Sarajima, j'ai l'impression que c'est ça. C'est que c'est pareil avec Akotar, on commence avec 3-4 personnages. Et dans le tome 2, vous en découvrez plein de nouveaux. Et dans le tome 3, vous en avez encore des nouveaux. Et c'est un peu pareil avec Crescent City. Dans le tome 1, vous avez 3 ou 4 points de vue. Dans le tome 2, vous en avez genre 6 ou 7 déjà, avec d'autres personnages que vous découvrez ou que vous connaissiez du tome 1, mais qui sont plus approfondis. C'est son truc à Sarajima. Elle aime les univers bien construits, avec vraiment un world building super intéressant et beaucoup de personnages, avec chacun son propre caractère. Dans ce tome-là, Keleana commence à bien me plaire. Parce que c'est vrai que dans le premier, avec le Love Triangle, elle ne me plaisait pas spécialement. Le tome 1 est clairement le tome que j'ai le moins aimé. Je l'ai apprécié, sinon je n'aurais pas continué la saga. Mais c'est celui que j'ai le moins aimé. Et c'est vrai qu'elle évolue déjà un petit peu dans le 2, mais elle commence vraiment à évoluer dans le tome 3. Parce qu'au début du 2, on découvre des choses sur Keleana qu'elle n'est pas prête à accepter. Elle ne veut pas évoluer, elle ne veut pas les accepter.
Là, à la fin du tome 3 et dans ce tome 4, ça commence un petit peu à rentrer. Elle commence à accepter les choses, donc on l'apprécie un peu mieux. Shaol, dans le tome 3, je l'ai détesté. Et dans ce tome 4, il y a des moments où ça passe, mais il y a des moments, je ne peux pas vous dire vis-à-vis de qui, comment, quoi, pourquoi, mais j'ai envie de l'étrangler, je suis là. Je me dis, mais pourquoi pourquoi? Je peux pas vous dire pourquoi, mais voilà, moi je dis, mais pourquoi? T'as pas de raison, fais confiance, arrête de voir le mal partout, arrête de ressasser le passé, voilà quoi. Plus on suit l'évolution de Keleana, plus je l'apprécie. Maintenant, mon personnage préféré, pour moi, l'évolution du tome 3 au tome 4 est déjà bien. On continue l'évolution dans le tome 5 et dans le tome 7, c'est Manon Blackbeak. Voilà, pour moi, c'est un personnage que j'adore. J'adore sa relation avec Astérine, qui est sa cousine et sa seconde en chef. J'adore la relation qu'elle a avec les 13 et la relation qu'elle développe avec Eldie dans ce tome-là. Une petite humaine de Terracène. Voilà, je peux pas trop vous en dire sur Eldie non plus pour vous spoiler, mais c'est un personnage attachant qui est forte elle aussi. C'est encore une fois la force de Sarah J. Maas. Elle a autant des hommes qui sont forts que des femmes qui sont fortes. On a Keleana et Manon, mais on découvre petit à petit Eldie et elle aussi a une force en elle assez incroyable. Encore une fois, l'écriture de Sarah J. Maas est juste addictive. L'anglais, moi je le trouve abordable. Si vous avez quand même des bases, bien sûr. Encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, si vous voulez débuter dans les univers de Sarah J. Maas, moi je vous conseille celui-là en premier. Ensuite, à Kotar et en dernier, Crescent City, qui est vraiment l'univers le plus complexe niveau vocabulaire, world building, etc. C'est de l'adulte, Crescent City. Alors que là, on est dans du young adulte et on sent de la différence. On sent par contre, comme je vous ai dit, de saga en saga et même de tome en tome dans Keleana, que quand elle a commencé, c'était parce que j'avais lu ça. Keleana, le tome 1, c'est vraiment ce qu'elle a écrit en premier. Je ne sais pas si c'était sur Wattpad ou une sorte de fanfiction. Ça, je ne me rappelle plus. Mais elle a écrit Keleana tome 1 en premier. Avant la saga Kotar, avant Crescent City, elle avait commencé cette saga de Keleana sur Internet. Et du coup, ça se sent de tome en tome. On sent qu'elle avait pris confiance dans ses personnages, dans son écriture. Mais ça reste super addictif et c'est super fluide. Que ce soit en VO et j'imagine en VF, parce que moi j'avais lu jusqu'au tome 3 en VF. Un jour, il faudra que je me les relise en VF, quand ils seront tous sortis. Parce que je pense que ça peut plaire à ma maman aussi, mais voilà, je vais lui faire lire et je continuerai à acheter quand tout sera sorti, parce que ça ne sert à rien entre deux. Mais voilà, encore un très bon tome. Et pour celui-là, eh bien, je lui ai mis 19 sur 20. Mais voilà, je vous dis, mini coup de cœur sur celui-là, en fait. Mini coup de cœur sur celui-là, 20 sur 20 pour le 5, 20 sur 20 pour le 7, et je crois 18 ou 19 pour le 6. Voilà, je vous spoil déjà un petit peu mes notes, mais super univers, quoi. Encore une fois, Manon et Dorian, c'est mes chouchous absolus de cette saga. Et ça, c'est chez, si je vous dis pas de bêtises, si je trouve, voilà, c'est aux éditions Bloomsbury en anglais, et donc en français, c'est chez La Martinière. Ensuite, en second, qui est un e-book, j'ai lu L'Assassin Royal, le tome 1 de Robin Hood, qui est l'apprenti assassin. On ne parle pas des intégrales, je parle bien vraiment des tomes, et je pense que je vais continuer en e-book, parce que ce soit les intégrales ou les petits tomes, ça va faire trop. Je ne saurais pas où les mettre dans ma collection. Et l'Assassin Royal allait dans le menu feu, dans la sous-catégorie se brûler les ailes pour un défi pour soi. J'ai mis dans un défi pour soi parce que, bon, à la base, je pensais en fait lire l'intégrale numéro 1 de l'Assassin Royal. Et au final, il s'est avéré que ça a coïncidé entre le challenge et les DLC le coin DLC, puisque une a été organisée, mais pour le tome 1, pas pour l'intégrale 1, je dis bien pour le tome 1. Mais c'est quand même pour moi un défi personnel, parce qu'il y a je ne sais pas combien de tomes, je sais combien, 13 livres, voilà. Là, j'ai les éditions normales, les petites, là, les blanches, avec une couleur à chaque fois. Je vois qu'il y a 13 tomes dans ces éditions-là. Donc, ça fait quand même un certain nombre de tomes dans une saga. C'est un défi quand même. Donc, dans l'Assassin Royal, le tome 1, Robin Hood, on suit en fait le jeune Fitz. On va le suivre dès qu'il est petit garçon, en fait très petit, jusqu'à ce qu'il devienne jeune adulte, juste dans le tome 1. Hein. Et en fait, Fitz est amené une fois par son grand-père, si je me rappelle bien, dans la ville, devant les portes de la ville, du château, des 6 duchés.
parce que sa mère a eu une aventure, en fait, il y a quelques années de ça, avec un prince, un des princes du royaume. Et il s'avère qu'en grandissant, bah, c'est une bouche à nourrir, ce petit loulou. Le papa n'est même pas au courant qu'il a eu un fils. Et le grand-père n'a plus les moyens de nourrir tout le monde. Donc, ben, il a décidé d'amener son petit-fils au château, enfin aux portes du château, en disant « Voilà, c'est le fils du prince tel et tel. Ma fille l'a eu avec, c'est un bâtard. » Oui, c'est un bâtard, hein, forcément. D'autant plus que le prince en question est marié déjà depuis des années, si je me souviens bien, et qu'il n'a pas réussi à avoir d'enfant par contre avec sa femme. Donc, clairement, c'est un bâtard. Mais personne ne peut dire que ce monsieur ment, étant donné que même étant petit garçon, Fitz ressemble énormément à son père. On ne peut pas tricher là-dessus, la génétique, voilà. Alors, si je me souviens bien, il est pris sous son aile par un palefrenier, je crois que c'est ça, ceux qui s'occupent des chevaux au royaume, qui va un petit peu le prendre un peu comme son fils d'adoption, papa d'adoption. C'est pas tout à fait ça, mais il s'est inspiré, vous voyez. Le roi va accepter le bâtard de son fils quand même donc dans le château, puisqu'il va être avec les palefreniers. Son fils, le papa, hein, lui, il vit ailleurs, dans une autre contrée du royaume. En fait, il s'est retiré de tout ce qui est politique et tout ça. C'est toujours un prince, mais il n'est plus, c'était censé être, si je me rappelle bien, le prince héritier. Mais il a décidé de se retirer de la vie politique. Tout le monde l'adorait et tout ça, mais il s'est retiré. Par contre, eh bien, oui, donc le grand-père, le roi, accepte que son bâtard de petit-fils reste avec le palefrenier et les deux autres princes qui sont encore, eux, bien présents, gravitent un petit peu autour de Fitz, très légèrement, mais ils sont quand même là en arrière-plan. Il y en a un qui aime beaucoup Fitz et que Fitz aime bien, et l'autre prince, je me rappelle que Fitz ne l'aime pas, et c'est réciproque, hein. Ils se détestent. Et Fitz va grandir gentiment avec son palefrenier dans les premières années, sans se faire trop repérer, bien que, voilà, comme je vous ai dit, il y a un air de famille. Alors bien sûr que quand le papa apprend qu'il a un fils et tout, voilà, ça fait du remue-ménage du côté du père et de sa femme, hein. D'autant plus que pas très longtemps après, quelques années après, enfin quand il est encore assez jeune, eh bien, je me rappelle que le prince meurt. Je ne sais plus s'il meurt ou s'il se suicide, mais son père meurt en tout cas. Et Fitz continue sa petite évolution. C'est vrai que dans ce premier tome, j'ai trouvé que c'était parfois la plume écrite simplement. Mais je pense parce qu'on est en fait du point de vue de Fitz. C'est surtout, on est sur son ressenti à lui. C'est un petit garçon dans les premiers chapitres, une bonne partie du livre. Je ne sais pas à partir de quel âge on le suit, mais on commence vraiment, c'est un petit garçon, puis un jeune garçon, un ado. Il me semble qu'on arrête vers la fin d'adolescence, début d'adulte. Ou peut-être la fin d'adolescence. Donc forcément, plus on avance dans l'histoire, plus son évolution se fait. D'autant plus qu'au début, il est entouré du palefrenier. Il ne voit pas grand monde. Enfin, comme je vous dis, il voit de temps en temps les princes, il leur fait coucou. Il y en a un qui est très sympa avec lui, mais il n'est pas à la cour en elle-même. Par contre, à un moment donné, je ne sais plus dans quel contexte, mais on va finir par lui proposer un poste à la cour, mais un poste en douce. Il va alors avoir un mentor en douce qui est en fait envoyé par le roi lui-même. Mais le roi ne le dit pas ouvertement, c'est un poste en fait d'apprenti, avec ce maître qui va le former, d'apprenti, comment dire, un peu comme avec Kenana, où vous avez la championne en douce, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un poste où son maître va lui apprendre à faire des poisons, comment tuer de différentes façons, donc avec des poisons, avec des armes, mais plutôt subtilement, donc souvent avec des poisons, s'infiltrer, écouter les rumeurs, c'est un peu une sorte d'ombre, c'est voilà. Et d'ailleurs, très peu de gens connaissent le maître de Fitz. Le roi, oui, les princes le connaissent, mais voilà, c'est surtout le roi qui parle avec cette espèce de maître d'ombre, qui est là pour aider le roi en douce, à faire des fois un petit peu le sale travail, hein, genre empoisonner quelqu'un, mais que ça paraisse naturel, ou aller dans certains coins du royaume pour épauler, enfin voilà. Donc Fitz va être proposé pour ça et il va accepter. Il va avoir d'autres évolutions, il va se rendre compte qu'il a des pouvoirs, le palefrenier aussi, il va essayer de contrer ce pouvoir parce que c'est quelque chose de mal pour le palefrenier. Bref, à côté de ça, Fitz découvre un petit peu la vie, il se fait des amis en dehors du château. Lorsqu'il va faire des courses au village, il ne dit pas qui il est, il se fait deux amis, une fille et un garçon.
il en est un petit peu amoureux de la fille, à quelque part. On suit, voilà, un enfant, ses années d'évolution en tant qu'enfant, en tant qu'apprenti palefrenier, puis apprenti ombre, si on peut appeler ça. Puis plus tard, encore autre chose, mais je ne peux pas vous dire quoi, ça spoilerait trop. Bref, il est mêlé à la cour et aux intrigues de la cour de très près, mais toujours un petit peu dans l'ombre. Et parfois accompagné par un prince, parfois avec le roi. Des alliances vont se former, des complots contre lui à d'autres moments. C'est assez complexe, c'est assez riche comme univers, c'est bien décrit. Moi, je me rappelle que j'avais beaucoup apprécié la plume de l'autrice, le développement de cet univers, et que j'ai très envie de découvrir la suite. Même si c'est vrai que par moments, ça peut être assez longuet. J'ai eu un petit peu de longueur. Je pense que ça vient du fait qu'il y a beaucoup de descriptions. Comme je vous dis, c'est un univers en 13 tomes. Et je ne sais plus combien il fait de pages le premier tome, mais il en fait quand même déjà un certain nombre. Hein. Les intégrales, elles sont genre comme ça. Hein. Il y a 2 tomes à l'intérieur, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc c'est un peu normal qu'on ait peut-être des moments un peu plus lents. Et parce qu'on est vraiment dans un univers où on nous pose toutes les bases, où on développe tout en profondeur pour bien comprendre toutes les complexités. Comme je vous dis, il y a des complots, il y a des alliances. À un moment donné, la défunte, sa défunte belle-mère, c'est le cas de le dire, arrive au château, elle va le prendre sous son aile aussi, il se retrouve sous l'aile du maître des ombres, il se trouve sous l'aile de cette dame, puis tout d'un coup il y a un autre truc qui arrive en jeu, puis on lui dit tu peux devenir ça, tu peux en avoir le pouvoir, etc. Donc il se forme à ça, mais il y a des gens qui ne l'aiment pas dans cet apprentissage et qui lui mettent des bâtons dans les roues, bref on essaye de le tuer à plusieurs reprises, bref. C'est plein de complots, c'est plein de choses et c'est tout un univers inventé, donc forcément, il y a besoin de poser plein de choses. Et par moments, l'intrigue est peut-être un peu plus stagnante parce qu'on ne peut pas toujours être comme ça, quoi. Mais moi, j'ai beaucoup aimé et personnellement, j'ai mis 17 sur 20. Ça reste une très bonne lecture et j'ai envie de continuer. Il faudra que je continue, d'ailleurs. Donc ça, c'était pour l'Assassin Royal, le tome 1, qui est donc l'apprenti assassin de Robin Hood, paru chez J'ai lu. J'ai ensuite lu comme 3e livre Cress, le tome 3 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, paru chez PKJ en grand format. Et ça, je l'ai mis dans le menu haut, dans la sous-catégorie Voguer sur les flots, voyage, piraterie. Et je peux déjà vous dire que j'ai mis 20 sur 20, c'est qu'un coup de cœur. Je l'ai mis dans voyage et piraterie parce que dans le tome 2, pas dans le tome 1, mais dans le tome 2, on voyageait. On avait des membres de l'équipage, des personnages dans le tome 2 qui sont à New Beijing, donc en Asie. Après, on a d'autres personnages qui étaient en campagne française. Après, ils ont voyagé jusqu'à la capitale, donc Paris. Après, tout ce petit monde s'est retrouvé à un moment donné sur un vaisseau spatial. Un vaisseau spatial, oui, on peut dire ça comme ça, enfin un vaisseau de transport qui va dans l'espace. Après, ils se sont retrouvés... Non, ils se sont arrêtés là. Par contre, on savait à la fin du tome 2 qu'on allait aller vers l'Afrique à un moment donné, retrouver un personnage qu'on avait rencontré dans le tome 1 qui avait dit à Cinder de venir le rejoindre en Afrique. On est encore dans l'espace. On voyage un petit peu dans l'espace, enfin dans l'espace de notre système solaire, hein, puisque on va suivre l'histoire de Cress. Plutôt, Cress va s'impliquer dans l'histoire de nos autres personnages, car on continue d'avoir les points de vue de Cinder et de Scarlett rencontrés dans les 2 premiers tomes. Et là, à un moment donné du tome 2, on a rencontré Cress. Cinder a pu lui parler et il est décidé qu'ils vont aller chercher Cress, qui est en fait enfermé dans son satellite. Un petit satellite en orbite autour de la Terre, enfin du système solaire. Elle est enfermée par Levana, et surtout, c'est pas Levana en elle-même, la reine Levana, la méchante reine qui l'a enfermée, c'est sa thaumaturge en chef qui l'a enfermée, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est une réécriture. De toute façon, les Chroniques lunaires, c'est ça, c'est des réécritures de contes. Cinder, c'est Cendrillon. Scarlett, c'était le petit chaperon rouge. Cress, c'est Réponse. Et Winter, c'est Blanche-Neige. Et là, on est vraiment sur la réécriture. Cress est enfermée dans son satellite. Elle ne voit personne depuis qu'elle est assez jeune. Elle espionne pour la reine Levana et pour la thaumaturge en chef. Elle espionne, mais elle craque aussi des codes. C'est un génie de l'informatique, en fait, Cress. Voilà. Donc, elle espionne, elle craque des codes.
elle craque des vidéosurveillance, elle fait tout ce que vous voulez, elle est hyper douée. Sauf que Cress, c'est une gentille jeune fille, un peu rêveuse, c'est une réponse. Et d'ailleurs, elle va rencontrer dans l'équipage de Cinder, de bras cassés tous un peu illégaux, quoi, hors la loi à ce moment-là. Elle va rencontrer Thorn, qui est le chef, entre guillemets, de leur vaisseau. Et elle va en tomber follement amoureuse, comme réponse avec son Eugène dans le Disney, si on compare un petit peu, vous voyez le genre. Sauf que, voilà. Donc là aussi, moi je l'ai mis dans le voyage parce qu'on va sur ce satellite, on va en Afrique. À la fin du livre, on va à nouveau à New Beijing, retrouver Kay. On retourne dans l'espace aussi à ce moment-là, après avoir retrouvé Kay. Bref, vous voyez, genre, on voyage un peu partout. Et tout le monde est à nouveau un petit peu divisé à un moment donné. Hein, on a Cress et Thorn qui vont se retrouver dans le désert, mais à des kilomètres de Cinder et des autres. On a Scarlett qui, elle, va partir ailleurs. Je ne vous dirai pas où. Tout le monde est un petit peu divisé dans ce tome. Mais on commence à retrouver un peu tout le monde sur la fin. Sauf Scarlett. Voilà, mais à la fin du tome, tout le monde est un peu réuni. Sauf pour Scarlett. Encore une fois, moi j'adore. J'adore ce concept de contre-visiter. Tout simplement. Il y a la petite touche qu'il faut. Ni trop, ni pas assez. C'est juste comme il faut. Les personnages sont tous attachants. Cress, elle est mignonne. Elle était tellement touchante. Elle est... voilà, elle est amoureuse de son Thorn, mais sait-elle vraiment ce que c'est l'amour? Et puis, est-ce que lui l'aimera en retour? Parce que c'est un coureur de jupons, en plus de ça. Ouais, elle a été enfermée dans cette tour, enfin dans ce satellite, en l'occurrence, c'est pas une tour, là. Et en fait, elle ignore vraiment les émotions, l'amitié, l'amour, mais elle apprend à les découvrir au fil de cette histoire. Et au début, elle est un petit peu très en retrait, très timide, et elle va prendre petit à petit ses marques. Elle commence dans ce tome et elle va continuer surtout dans le tome 5. Encore une fois, je trouve que dans cet univers, les chapitres ne sont pas trop longs. Ça, c'est encore une fois un point bonus. Ils font genre une dizaine de pages au max. Et ça, c'est top. Quand on a envie de lire un petit chapitre en plus, parce que voilà, quand tout d'un coup, on a genre 10 minutes, mais qu'on a un chapitre qui fait 25 pages, on sait que ça ne va pas nous prendre 10 minutes. Là, c'est bien, c'est une longueur agréable. L'écriture est super fluide, super addictive, en tout cas pour moi. Personnellement, si vous aimez les réécritures de contes, je peux que vous le conseiller, vous allez passer un super moment. En plus, c'est considéré un petit peu comme de la SF, comme on se balade dans par moment dans le système solaire, qu'on va par moment aussi sur la Lune, voilà. Et en plus de ça, je crois que c'est considéré comme post-apocalyptique. Je crois que c'est ça. Parce qu'on est dans le futur, c'est notre terme, et dans le futur, il y a eu la 3e et je crois même la 4e guerre mondiale. Par contre, depuis X années, les peuples de la Terre sont en paix, mais ils sont en bataille avec le peuple de la Lune. Voilà, petit à petit, on apprend aussi à connaître un peu le peuple de la Lune, même si c'est encore plus présent dans le tome 5. Mais très bonne saga, moi je ne peux que vous la conseiller. Donc voilà, pour moi, c'est 20 sur 20. Et le dernier tome est de toute façon lui aussi lu. Les Chroniques linéaires, le tome 3, Cress de Marissa Meyer chez PKJ. Avant-dernier livre de ce bilan, il s'agit de l'Empire d'écume, le tome 2, qui est L'Impératrice aux éclats d'os de Andrea Stewart, que j'ai lu aussi en e-book, c'est pour ça que je regarde l'affiche sur Lettre, et qui est paru chez Big Bang, une filière de Brajlon, en relié et en version brochée. Ils sont très beaux. C'est une saga que j'aimerais bien me procurer quand même. J'ai lu les 2 tomes en e-book et c'est vrai que j'aimerais bien me procurer en physique. Et ça, je l'ai mis dans le menu haut, sous-catégorie alchimie pour magie, sorcellerie, druidisme. Et j'ai mis 18 sur 20. Je l'ai mis dans cette catégorie parce qu'on a quand même une forme de magie, un peu glauque. On est dans un royaume qui s'inspire un peu de l'Asie en général. Chine, Japon, Corée, bref. On s'inspire d'Asie et on suit le point de vue de plusieurs personnages. C'est vrai qu'il y en a pas mal dès le tome 1 et c'est toujours le cas dans le tome 2. Il faut prendre le coup parce qu'on est vraiment, en général, c'est vraiment un chapitre sur un personnage, le chapitre d'après sur un autre, puis celui d'après sur un autre, puis tout d'un coup on revient sur un autre personnage. Voilà, par exemple, on va avoir un chapitre Jovis, un chapitre Lynn, un chapitre Fallu, puis on revient sur Jovis, puis on revient sur Lynn, puis tout d'un coup on va revenir sur Fallu, et puis tout d'un coup on va aller sur un autre personnage qu'on n'a pas vu depuis 5-6 chapitres.
Donc, c'est vrai, je peux comprendre que ça peut se déstabiliser. Mais personnellement, moi, j'aime bien. Alors, il y a des personnages que je préfère à d'autres. Dans cet univers inspiré un petit peu d'Asie, on est dans un univers de fantasy où il y a plusieurs îles. Et il y a un empereur qui régit les îles. Cet empereur détient d'ailleurs une magie, la magie d'os, qui est en fait un petit prélèvement d'os qu'on fait sur tous les habitants derrière l'oreille. Alors c'est une opération qui est faite quand ils sont encore jeunes, enfants, mais il y a des pertes parce que voilà, c'est une incision délicate et ça peut tuer. Et le roi, enfin l'empereur, se sert de ces petits os qui sont prélevés pour créer une forme de magie un peu glauque où il peut créer des créatures qui vont avoir une volonté propre, c'est-à-dire il va leur influer des volontés. Tu seras mon trésorier, tu t'occuperas de toute la trésorerie du royaume. Toi, tu seras le chef de la garde, tu t'occuperas que la garde, que toute la garde, les guerriers, tout ça, tout soit bien, voilà. Il a plusieurs de ces créatures qui sont formées à base de ces os et de cette magie. Et il est en train de former sa fille, Lynn, pour qu'elle devienne impératrice ainsi qu'un autre jeune homme. Ça, c'est dans le tome 1. Il se passe des événements vis-à-vis de Lynn, etc., etc. Mais Lynn, elle apprend la magie d'os, du moins, elle essaye. Ensuite, nous avons aussi Jovis. Jovis, qui est un simple humain du royaume, qui vient d'une des îles, et qui a perdu, il y a déjà quelque temps, sa femme. Ils vivaient heureux tous les deux sur leur île, et un jour, il a vu sa femme se faire kidnapper par un certain bateau d'une certaine couleur, avec une certaine voile, et il est parti à sa recherche, parce qu'il l'aimait, qu'il ne voulait pas la perdre. Il a fait partie pendant quelque temps d'une espèce de bande, on peut dire de pirates, mais il s'en est détaché. Dans le premier tome, il est solitaire, même s'il sait qu'il a des comptes à rendre à cette bande d'espèces de pirates, et d'ailleurs il a une réputation vis-à-vis de ça dans le royaume, vis-à-vis de cette époque-là. Mais il est reparti vraiment en quête de sa femme, et il va se retrouver dans le premier tome avec une créature, Memphis, que j'adore absolument. Jovis et Memphis, c'est mes chouchous. Une créature étrange. Moi, pour moi, telle qu'elle est décrite, moi j'ai l'impression d'avoir affaire à une sorte de démon. Non, peut-être pas. De dragon, pardon. Et ils vont se lier ensemble, c'est comme s'ils ont un lien, ils se comprennent en se regardant. Bon, bah, Jovis, il parle à la créature, mais la créature ne lui parle pas, mais communique par des regards, par des gestes, etc. Donc on a Jovis, on a avec Memphis, dans le tome 1 comme dans le tome 2, on a Lynn, on a Falu avec sa femme, car on a une relation LGBT entre deux femmes. Ça c'est bien. Maintenant c'est vrai que c'est pas mes points de vue préférés, parce qu'on a les deux points de vue des deux femmes, même si je reconnais que dans le tome 2, j'ai préféré leur évolution à toutes les deux que dans le tome 1. Dans le tome 1, il y a clairement une de ces deux femmes de la relation LGBT que j'ai moins aimé le point de vue. Là, les deux points de vue s'améliorent dans le tome 2 et sont agréables, même si Jovis et Lynn restent mes chouchous. Ils se rencontrent à la fin du tome 1, Lynn et Jovis, je ne vous dirai pas ni comment ni pourquoi, ni ce qui se passe dans le tome 2, mais ils ont une évolution, ils passent la majeure partie de l'histoire ensemble, et il y a des choses qui se créent entre eux, vous vous en doutez peut-être quand même un petit peu, voilà, il faut bien un petit peu de romance là-dedans. On a aussi le point de vue de Nisong. C'est un point de vue que j'apprécie un peu moins. Ce personnage me perturbe un petit peu, mais enfin, il en faut pour tous les goûts, et puis en plus, il faut aussi des gentils comme des méchants. J'aime beaucoup aussi tous les mystères qu'on a autour des Alanga, qui semble être un peuple que l'empereur, enfin un des ancêtres de l'empereur, a vaincu il y a X années en arrière, et qui semble peut-être revenir. On en apprend un peu plus sur eux, sur leur fonctionnement. On sent qu'il y a encore des choses. Certaines pièces du puzzle se mettent en place entre certains personnages, des alliances aussi. Bref, c'est un univers aussi très riche, très politique, avec du mystère, avec un peu d'historique, mais pas d'historique de chez nous, mais je pense de mythologie. J'imagine que c'est un petit peu des mythes parfois inspirés d'Asie, justement. Je connais pas bien, donc je peux pas trop en parler précisément, mais moi j'ai l'impression de ressentir ça. J'aime beaucoup cet univers et j'étais très frustrée à la fin du tome 2. J'avais envie d'avoir le tome 3 et je crois qu'il n'était même pas sorti en anglais à ce moment-là, donc en mai 2022. Peut-être que maintenant ça l'est, j'espère. Parce
que j'ai vraiment envie de découvrir la suite. Moi, j'ai mis 18 sur 20. Personnellement, j'ai passé un super bon moment et j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Donc ça, c'était pour l'Empire d'écume, le tome 2 d'Andrea Stewart chez Big Bang. Et pour finir la vidéo, on termine avec le dernier livre, Sœur de sang, le tome 3, Les ailes ténébreuses, de Nikki Popreto chez Lumen, encore une grosse brique. Et je l'ai mis dans le menu feu, sous catégorie orangé, du orange sur la couverture, ou représentation de feu. Eh bien, les deux thématiques sont respectées. Pour vous parler de cette trilogie, on va suivre en fait dans un univers de fantasy complètement inventé avec des phénix, ça change des dragons. On va suivre deux jeunes sœurs, Val et Veronica, qui avaient des parents qui étaient dresseurs de phénix, sauf que avant leur naissance, ou après leur naissance, je ne me rappelle plus, il y a eu une guerre en tout cas. Et les phénix et les dresseurs de phénix ont été pratiquement évincés par le royaume qui est en pouvoir actuellement. Mais les jeunes filles ne désespèrent pas. Elles savent qu'il y a dans le royaume encore des œufs de phénix et elles en cherchent depuis des années. Elles en ont trouvé deux et malheureusement un seul va éclore. Il va éclore pour Veronica, qui va commencer à créer un lien avec son phénix. C'est-à-dire que le phénix communique vraiment par la pensée avec son dresseur, etc. Après, il faut du temps, hein. Le petit phénix vient de naître, mais voilà. Malheureusement, Val va faire quelque chose à un moment donné parce qu'elle est fâchée contre Veronica et contre son phénix. Elle va faire quelque chose et ça va tuer le phénix de Veronica. Je ne vous le cache pas, c'est pratiquement dit dans le résumé du premier tome. Et c'est vraiment au tout début du tome. C'est pour vous expliquer qu'il y a une scission entre les deux sœurs. C'est pas vraiment un spoiler du coup. Et de ce fait, Veronica va décider de partir vers sa sœur. Elles étaient déjà un petit peu en conflit. Il y a des choses que Veronica n'aimait pas que Val fasse dans la vie de tous les jours, etc. Et là, c'est la goutte d'eau, en trop. Véro a eu son phénix, Val n'a pas eu le sien. Elle a l'impression que Val, a quelque part, s'est vengée. Elle va donc partir toute seule pour rechercher les derniers dresseurs de dragons, j'allais dire, non, de phénix, parce que il se murmure qu'il reste quand même des phénix et des dresseurs de phénix, qu'ils continuent la lutte contre l'Empire en question, mais ils se cachent. Ils sont très bien cachés et l'Empire ne sait pas où les trouver. Veronica va finir par les trouver. Elle va, pendant tout le tome 1, s'infiltrer parmi eux en tant que garçon. Elle va se faire passer par un garçon. Elle va donc se travestir quelque part pendant tout le tome 1 parce que, alors, il y a des centaines et des centaines d'années, les dresseurs, c'était pratiquement que des femmes. Sauf que là, l'actuel chef, c'est un homme et il estime que c'est pas pour les femmes. Voilà pourquoi Véro se travestit en espérant peut-être à un moment donné pouvoir avoir son propre phénix parce qu'ils ont des œufs et que de temps en temps ils éclosent. Et que de temps en temps, ils en trouvent aussi. Donc, elle est en attente d'un phénix. Je ne peux pas vraiment dire plus que ça. Elle va par contre rencontrer, en cours de route, chez les dresseurs de phénix, je veux dire dragonniers à chaque fois, mais ça ne va pas les dresseurs de phénix. Donc, elle va rencontrer Tristan, qui est le fils du chef actuel des dresseurs de phénix, avec qui elle va lier une amitié. Je pense que vous vous doutez qu'il n'y aura peut-être pas que de l'amitié entre eux. On va donc aussi suivre tout au long de cette saga, y compris dans le tome 3, le point de vue de Tristan. On suit aussi Sève, qui est un jeune homme qui est engagé dans l'armée adverse, mais c'est pour se protéger, parce qu'en fait ses parents étaient eux-mêmes des dresseurs de phénix, et en fait il cache qui il est, parce qu'il a un pouvoir précis, je ne vous dirai pas lequel, à vous de voir dans la saga, mais il a un pouvoir qui est d'ailleurs généralement donné aux dresseurs de phénix. Donc il cache ce pouvoir, il cache qu'il est le fils de dresseur de phénix, en se cachant dans l'armée adverse. Sauf que son chemin va rencontrer celui de Veronica déjà dans le tome 1, il va cheminer, il va rencontrer d'autres personnages, il va aussi se lier d'amitié avec Cade, qui est lui aussi dans l'armée de l'empereur, mais c'est un infiltré, c'est un espion, qui est en fait pour les phénix et les dresseurs de phénix. Il va aussi y avoir quelque chose entre Cade et Sève, donc là on a aussi une touche LGBT avec du MM,
J'essaie vraiment de rester vague, de ne pas trop vous en dire. Je vous dis quand même qu'il y a une, voilà, niveau relation, mais je ne vous dis pas après politiquement et tout ce qui se passe, voilà, parce qu'il se passe énormément de choses dans cette trilogie. Dans le tome 2, comme j'avais dit, comme on est plusieurs à l'avoir ressenti, il y avait un petit peu des longueurs. Après, c'est des grosses briques. C'est un univers de fantasy complètement inventé, avec des complots politiques, des personnages et des groupes qui ont des pensées et des philosophies différentes. Et on a aussi des personnages comme Val, qui sont très particuliers. Si vous avez lu le tome 1 et le tome 2, vous savez très bien de ce que je veux dire vis-à-vis de Val. Elle est très particulière. Donc, c'est normal qu'il y ait des longueurs. Moi, j'ai trouvé qu'il y en avait moins après dans ce tome 3. Il m'a agréablement surprise. Et d'ailleurs, je lui ai mis combien ce tome 3 ? 18 sur 20. Alors, c'est la même note que le tome 2, mais j'ai quand même une petite préférence légère pour ce tome 3. Parce que bah, c'est les aboutissants. On a toutes les réponses finales. On a encore des surprises dans ce tome 3. Il y a certaines choses à la fin du tome 2, on se dit, tiens, on va pouvoir creuser là-dessous. Et en effet, on découvre des choses dans le tome 3. Il se passe des moments très agréables pour Véronica. Elle découvre des choses bien pour elle. Et aussi pour l'alliance des dresseurs de Phénix. On a, bien sûr, Véronica évolue. Déjà dans le tome 2, elle a une évolution, mais là dans le tome 3, elle prend son envol, littéralement, vu ce qui se passe à la fin du tome 2 et au début du tome 3. On découvre un peu tous les secrets de Véronica. Je ne peux pas vous dire lesquels, encore une fois, parce qu'elle a plusieurs secrets. Et voilà, elle se fait des alliés, elle prend confiance en elle aussi, c'est surtout ça. Elle prend conscience qu'elle ne va pas avoir le choix de faire certaines choses, même si ça ne lui plaît pas. Parce qu'à côté de ça, eh ben, on a Val. Val qui, elle, s'enfonce de plus en plus dans une folie meurtrière, j'ai envie de dire. Elle est à côté de ses choux, elle fait quelque chose à la fin du tome 2 et elle continue dans le tome 3. Donc, voilà, Val est une cause perdue de toute façon et il a fallu un moment à Véronica pour le comprendre. Même si c'est pas dans sa nature, Véronica c'est quelqu'un de gentil par nature en fait. Ce qui n'est pas le cas de Val. Val, je l'ai détesté. Les chapitres sur Val étaient difficiles à lire parfois parce que je la comprends pas. Il y a des fois des personnages qui sont méchants, on peut comprendre pourquoi ils deviennent méchants, mais c'est pas le cas de Val, je la comprendrai jamais en fait. Moi j'ai bien aimé, c'est le tome 3, en tout cas je l'ai préféré au tome 2. C'est pareil, au niveau des chapitres, en général, ils font moins d'une dizaine de pages. En plus, des fois, vous avez des espèces de lettres. Si je vous en trouve une, voilà. Franchement, quand vous avez une page avec une lettre comme ça, c'est pas très long à lire. Donc franchement, ça c'est aussi top. L'écriture est addictive. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait donc des phénix pour une fois et pas des dragons. Même si le lien dragon... Encore une fois, je me trompe. Même si le lien entre le dresseur de Phénix et le Phénix, c'est un peu similaire à ce qu'on a avec les dragons et les dragonniers. Ça n'empêche que c'est différent. L'univers est tout inventé, il y a plein de complots politiques, il y a différentes parties du royaume, il y a différents camps. J'ai beaucoup aimé... je n'aime pas Val, mais j'aime bien ce qui a été fait vis-à-vis de Val. Ceux qui l'ont lu ou sont en cours de lecture comprendront ce que je veux dire. Je ne peux pas vous parler trop de Val parce que voilà, c'est le personnage le mieux construit dans le sens où son histoire est super intéressante par contre. Je ne l'aime pas, mais c'est une histoire et un twist super intéressant. Donc franchement, moi je peux vous... Si vous aimez les phénix et si vous aimez les histoires de fantasy avec des dragons, sinon, je peux vous la conseiller, c'est un bon moment. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des longueurs, surtout dans le tome 2. Moi, je les ai moins ressortis dans ce tome 3. Donc ça, c'est Sœur de sang, le tome 3, Les ailes ténébreuses, chez l'Humaine, de Niki Popretto. Et voilà, j'en ai terminé donc pour le bilan du mois de la fantaisie 2022. N'hésitez pas à me dire si un de ces livres, vous les avez lus, ou s'ils vous font envie. Si vous ne savez pas quoi dire, encore une fois, vous laissez juste un petit smiley, ça suffit. Un petit like, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et partagez la vidéo autour de vous. Nous, on se retrouve très vite. Ciao, ciao!